Bonjour et à ceux qui nous retrouvent la nuit, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre Nec Plus Ultra pour découvrir les talents de l'art de vivre à la française qui font rêver le monde. Sommaire. Décorer les femmes, le nouveau défi d'un grand décorateur d'intérieur. La fabuleuse histoire de la plus grande cave d'Israël. Un créateur qui allie couture et peinture en un seul geste. Le mobilier du XVIIIe siècle porté au nu par un grand antiquaire. On connaît la réputation d'un des meilleurs décorateurs français du monde, François-Joseph Graff. Il crée maintenant des sacs et accessoires de mode dans un atelier parisien et tout est fait entièrement à la main, ce qui n'est pas étonnant de la part d'un homme qui est fou du travail des artisans français. L'architecte décorateur François-Joseph Graff pose son regard d'artiste sur la maroquinerie. Grand amoureux du luxe français, sa première collection d'accessoires de mode en dit long sur sa culture des beaux-arts et son amour du savoir-faire. Il a dessiné chaque sac, imaginé chaque motif, choisi chaque couleur, sélectionné chaque cuir, fait réaliser chaque broderie avec la même exigence qu'il met dans ses décors. Nous l'avons pris la main dans le sac. Ça fait 15 ans que je râle, qu'il n'y a plus grand-chose, plus d'accessoires. Canovas a fermé, Saint-Laurent Couture a fermé, la boutique Saint-Laurent du Faubourg a fermé, Hermès fait autre chose. Et on a fini par me dire, au lieu de râler, tu ferais mieux de les faire. Et j'ai fait. Donc j'ai essayé tout d'un coup de dessiner. J'ai commencé à dessiner des sacs, puis des tissus qui vont avec, puis des broderies. Puis j'ai fait un modèle, puis j'ai racheté un atelier. Et puis j'ai été confronté à des gens formidables qui travaillent depuis 20 ans. Et donc j'ai racheté l'atelier, je les ai rachetés également. Et je leur ai dit, je ne sais rien faire, on va essayer d'inventer ensemble un nouveau proto, des nouveaux protos. Et j'ai fait 2 ans de proto pour arriver à faire pour le moment des choses simples, des cabas simples avec des dessins. Où j'ai dessiné les tissus, j'ai dessiné les broderies, les modèles. Et voilà. Et puis petit à petit, ça s'est lancé. Ça s'est lancé complètement au sentiment, sans réfléchir. Sans business plan, sans rien. C'est-à-dire que je pense que si j'avais fait tout un calcul, on n'aurait jamais pu le faire. Il y a certains succès qui sont imprévisibles. L'envie n'est certes pas quantifiable, mais elle est un baromètre au moins aussi efficace qu'un business plan. J'ai essayé de réfléchir, qu'est-ce qui pourrait changer sans du tout prendre ce métier au sérieux, mais en le faisant sérieusement. Le poids d'un sac d'un grand faiseur est généralement lourd, donc il faut le faire léger. Le style, il faut le changer complètement, ne pas essayer de le copier ou de le plagier, faire autre chose. Moi, je voudrais faire des dessins qui n'existent nulle part. On est au XXIe siècle. Quand je vois parfois certains motifs, j'ai beaucoup de nostalgie. Et la nostalgie ne doit pas exister, on doit regarder devant. Et regarder devant, c'est aussi faire une fabrication maison. Tout est fait à Paris, tout est fabriqué à Paris, à Paris. La broderie est faite en Inde, à Madras, dans un atelier formidable. Et aussi à Delhi. J'ai des Indiens remarquables qui travaillent avec moi depuis une quinzaine d'années. Qui font un travail comme ils savent le faire, avec un talent fou, extrêmement rapidement. Et je ne pense pas qu'à Paris, on puisse faire aussi bien sur le plan qualité. C'est-à-dire tous les grands échantillons, même pour la couture, sont faits maintenant en Inde. Réhabilitant l'artisanat au cœur de son processus créatif, il crée des pièces uniques aussi raffinées par le travail des matières que par leur style. C'est un exercice de style passionnant qui demande de se remettre en question complètement. On se redéshabille complètement. Et on essaye, Et quand le produit est fini, eh bien on en est assez content. On est très fiers de regarder ça, comme on regarde avec précision une paire de rideaux, une boiserie ou la pose d'un marbre. C'est le même raffinement. La seule chose, c'est que ça va bouger, ça va être changé, porté, apprécié. Il y aura un mouvement que la décoration ne donne pas. La décoration est plus statique et change moins souvent. Mode et design se confondent dans le travail de cet esthète qui garde pour fil conducteur sa passion inouïe pour l'objet et l'artisanat. Entre ses mains, un sac, un décor, un vêtement tutoie le rang d'œuvre d'art. Pour le moment, il y a des foulards, des paréos, des écharpes, du cachemire, des pulls, des basiques qu'on trouve pas. La mode est une chose magnifique que je ne connais pas et qui se démode, qui dure le temps de sa création. Là, j'ai essayé de faire des produits hors mode, des basiques. Donc une collection de couleurs
de pull en maille ou en cachemire et soie en coton suivi, dans des couleurs que j'ai fait faire, qu'une cliente pourra trouver d'une année sur l'autre. Des gants parfaitement bien faits, une ligne de cardigans, de bijoux pour le moment fantaisie que j'essaye de faire plus sérieusement petit à petit. Ce qu'il faut, c'est que la qualité soit formidable, que le prix soit intelligent. Je pense que les clients, même extrêmement aisés, en ont marre de payer des choses trop chères. Ce sont des accessoires. Un sac, elles l'aiment, elles le mettent, elles le posent, elles le reprennent. Voilà. Donc il faut que ce soit juste intelligent et qu'elles se disent « c'est bien, ça vaut largement ce que je vais payer ». Et chez François-Joseph Graf, on ne prône pas le nivellement par le bas. Il faut, je pense, réapprendre à une nouvelle masse de clients qui viennent d'avoir beaucoup de chance et d'avoir beaucoup d'argent, ce que c'est que la vraie belle qualité. Il faut les faire venir vers le luxe et ne pas faire descendre le luxe vers eux. Sinon, on obtient beaucoup de choses dont on n'est pas spécialement fier. Lui fait briller le luxe à la française avec un certain panache. Ne pas avoir le sac de tout le monde, c'est ça le luxe. Maintenant, je vous emmène visiter Carmel Winery, la cave historique d'Israël. La French Touch, Edmond de Rothschild qui l'a créée en 1882, l'histoire est très belle. C'est dans la ville de Zichron Yaakov, sur les pentes ensoleillées du mont Carmel, surplombant la Méditerranée, que l'on trouve Carmel Winery. Produisant plus de 15 millions de bouteilles par an, c'est l'établissement vinicole le plus important d'Israël. Il remporte le prestigieux trophée Decanter World Wine en septembre 2010 et en 2013, il est racheté par un grand consortium international dont un des actionnaires principaux est le français Pierre Besnénou. 2000 ans avant que les Grecs et les Romains rapportent des vignes en Europe, l'Israël antique était l'un des premiers pays producteurs de vin. Il a fallu un Rothschild pour renouer avec cette tradition à la fin du 19e siècle. Carmel Winery est la cave historique d'Israël. C'est une des entreprises israéliennes les plus connues. Elle fut fondée en 1882 par le baron Edmond de Rothschild, originaire de Paris, de France. Il a renouvelé une fabrication israélienne de vin qui datait de 2000 ans avant notre ère. Donc cela fait 5000 ans qu'il y a du vin ici. Il a ramené un cépage français et nous a donné l'expertise et le financement pour faire revenir le vin en Israël. Israël regorge de vestiges qui attestent d'une culture viticole bien avant notre ère. Anciens pressoirs ou celliers antiques jalonnent la Judée et la Galilée. Cet établissement viticole en particulier est connu sous le nom de Zichron Yaakov. Mais qui est Yaakov ? En fait, c'est le baron Yaakov de Rothschild, qui est le père du baron Edmond. Il a racheté le château Lafite pour la famille Rothschild en 1868 et il a donné son nom à cet établissement viticole. Donc, nous portons le nom de cet homme qui a acheté château Lafite. Et le fils de baron Edmond, qui est donc le petit-fils de Yaakov, James de Rothschild, fit la donation en 1957 de ses deux caves, Rishon-LeZion et Zichron Yaakov à Carmel Winery. Donc la famille Rothschild fut impliquée dans le vin israélien de 1882 à 1957. Les exportations de vin israélien sont en pleine augmentation et le travail sur la qualité est considérable. Aujourd'hui, nous faisons des vins merveilleux en Israël. Nous gagnons beaucoup de prix. Les grands critiques de vin écrivent sur le vin israélien et notre vin est sélectionné au Grand Salon de vin à Bordeaux Vinexpo. Et quand les gens goûtent le vin israélien, ils disent toujours « Waouh !» Ils ne s'attendent pas à ce que le vin israélien soit si bon. Et chaque pays produit le vin qui lui ressemble. Israël est un pays où il fait très chaud. Donc nous essayons de nous concentrer sur un type de cépage qui s'adapte bien pour nous donner ce merveilleux vin. Par exemple, la Syrah convient très bien à notre climat. Nous arrivons dans beaucoup de régions viticoles israéliennes à produire une très bonne qualité de vin. Alors que les vins israéliens commencent à acquérir une reconnaissance internationale, tout a commencé ici sur le mont Carmel. Cet établissement fut aussi la première industrie israélienne à se doter du téléphone et de l'électricité. Le défi à Bordeaux et de manière générale en Europe, c'est d'avoir le plus de jours de soleil possible pour avoir des fruits très mûrs. En Israël, c'est tout à fait l'inverse. Nous essayons d'éviter le soleil
car nous en avons beaucoup. Donc, beaucoup de soleil, un fruit très mûr dont il résulte un vin très fort, sérieux, concentré avec un haut degré d'alcool. C'est notre style. Beaucoup de gens aiment les vins profonds et au fil des années, nous essayons de travailler avec le terroir et le climat pour lui donner un peu plus d'élégance. Il faut connaître ses faiblesses pour pouvoir mieux les combattre. Aujourd'hui, Israël compte plus de 250 domaines, beaucoup d'entre eux étant apparus au cours des 10 dernières années. La fièvre du vin s'est emparée du pays. Nous connaissons de mieux en mieux nos sols et nous progressons au fil des années sur une meilleure manière de travailler dans les vignes en apprenant de nouvelles techniques de récolte. C'est comme ça que nous avons fait de gros progrès, notamment dans la qualité du fruit. Plusieurs vins israéliens ont été primés au niveau international ces dernières années et les caves de qualité se multiplient dans tout le pays. On peut dire que les tonneaux ici sont ceux que nous voulons utiliser pour ce vin, alors que les tonneaux juste là contiennent un vin différent. Donc nous les gardons séparés dans la fabrication du vin. Ce sont des techniques que nous avons apprises en France. Séparer le très bon vin du bon vin afin de fabriquer un produit encore meilleur. Donc Carmel Winery est formé pour faire cela et nous permet d'être au meilleur niveau quand nous fabriquons un grand cru. Nous pouvons obtenir la meilleure expression des fruits que nous obtenons de la terre. Nous devons aller vers le succès. Et vers le succès se trouve un pays incontournable en la matière, la France. En termes d'équipement que nous utilisons dans notre établissement vinicole, nous pouvons dire que nous regardons les Françaises et les meilleurs châteaux de Bordeaux qui maintiennent des technologies comme le grand tonneau de bois. Dans beaucoup d'aspects, ils perpétuent une manière naturelle de faire du vin tout en incorporant beaucoup de technologies et de nouvelles machines. Nous apprécions beaucoup cette manière de faire. Donc, nous regardons les Français en nous disant, si ça marche pour eux, de ne pas faire la course à la technologie, peut-être serait-il bon pour nous de garder une certaine retenue vis-à-vis de toutes ces technologies qui arrivent en Israël. Les Israéliens veulent toujours être en avance, utiliser l'équipement et la technologie dernier cri, mais pour le vin, nous réalisons que plus nous progressons, plus nous regardons en arrière en nous disant « il faisait du très bon vin avant, sans ces technologies, c'est un équilibre à trouver ». En parcourant ces vastes caves, on ne peut que se sentir frappé à la fois par la taille gigantesque et l'ancienneté de l'endroit vieux de près de 130 ans. Si je devais citer quelque chose qui nous a aidés à développer et à progresser dans la qualité de notre vin, c'est le fait que nous soyons très libéraux dans la manière dont nous manageons notre société de vin. Eh bien, buvons modérément à la santé de ce vin méditerranéen. La mode aujourd'hui, c'est Jean-Charles de Castelbajac qui s'en charge. Ce qui veut dire super coupe et imprimés artistiques pour une femme unique, ce que nous sommes toutes au fond défilés. Après avoir longtemps préféré l'oratoire du Louvre, Jean-Charles de Castelbajac installe son show Place Vendôme comme un geste annonciateur d'une collection au style débridé. Monsieur No, au platine, lance la musique. Les premiers mannequins entrent sur le podium. L'art est au centre de cette saison qui laisse libre cours à la création et à l'imagination. Les couleurs primaires, signature du couturier français, investissent les longues robes flottantes. Celui-ci semble avoir retrouvé son âme d'enfant délaissée ces dernières saisons au profit de collections plus matures. Pour le printemps-été 2014, il s'amuse et sa muse est poétique. C'est une collection avec un miroir, c'est-à-dire que c'est une collection, c'est une vraie collaboration avec moi-même. Hein. Donc, en fait, vous savez, j'ai toujours beaucoup de passion, de transversalité, de choses comme ça qui m'habitent, comme la musique. Je fais des tournées avec Mister No qui intervenait là, donc j'ai écrit une chanson qui s'appelle We Are, que j'ai chantée, qui était là, enfin que j'ai chantée, que j'ai psalmodiée. Ensuite, j'avais envie de faire une performance en live, c'était très important parce que c'est ma vie d'artiste. Ensuite, j'ai peint sur mes vêtements. Voilà, j'avais envie de revenir à mes sources en fait. Un retour aux sources de la création comme à l'aube des années 80, quand il fonde l'entreprise portant sa marque et se fait connaître du public par son approche novatrice.
Ces vêtements d'alors sont faits de recyclage et de références à l'enfance ou à l'art, le tout dans une ambiance très colorée. Pour cette saison baptisée poétique, des poèmes ornent ces vêtements. Les visages que le créateur dessine à la craie partout où il passe se retrouvent sur ses robes et pochettes. Je vois que le monde se popise, le monde devient pop, le monde finalement comprend que l'art, c'est pas juste une composante dédiée à certains, que l'art c'est quelque chose de vital pour nos vies. Et mon obsession, c'est de faire des vêtements accessibles, donc portables, qui rendent les femmes belles, mais qui les amènent dans quelque chose de twisté. Hein, je ne veux pas une élégance normale, je veux une élégance anormale. Je veux que chacun ait son identité et trouve dans mes vêtements quelque chose de différent. Je préfère le trouble au glamour. Donc cette collection, ça a été autour de ça. Alors que le couturier peint en live la pièce maîtresse du défilé, en backstage, la femme Castelbajac se fait plus graphique, laissant l'art à l'or. Ce passionné d'histoire militaire revoit et corrige les formes et les couleurs du camouflage. Il crée un imprimé aux empiècements dorés pour se fondre dans la lumière. Aux manettes du maquillage, il y a comme d'habitude l'équipe Shuemura qui a tout misé sur la perfection du teint. Pas de fard à paupières, juste une touche de mascara. La bouche est maquillée avec un rouge à lèvres couvert de gloss. Surpiqué de feuilles d'or, les sourcils offrent un étonnant jeu de texture entre le teint velouté et l'effet métal doré. Alors que la robe tableau prend peu à peu son allure définitive, l'or envahit de plus en plus les tenues. Il est travaillé avec la légèreté de la feuille d'or et le total look est particulièrement réussi. Donc je l'ai appelé poésique parce que la poésie, c'est au-delà de tout. C'est les seuls êtres qui ne font pas des choses d'une manière matérielle, les poètes. Donc, dans ce monde totalement empreint de matérialisme, c'est très important. Et zik, c'était la musique, la poésie et la musique. Donc, voilà, je suis content, ça s'est bien bouclé. J'avais un peu de stress quand je peignais en live, mais c'était très bien, quoi. Entre toiles et robes longues, la pièce maîtresse du défilé apparaît. Le vêtement devient alors un vaste champ d'expression, une invitation à exprimer sa personnalité. Encore faut-il ne pas avoir l'angoisse de la robe blanche. Laissons cela aux futurs mariés. Jean-Charles de Castelbajac, avec cette collection, démontre que c'est en ne cherchant pas l'élégance à tout prix que finalement on la trouve le mieux. Avis aux amateurs et collectionneurs d'antiquités exceptionnelles, nous avons rendez-vous à la galerie Aveline. Marella Rossi nous parle avec passion de quelques pièces du XVIIe et XVIIIe siècle que l'on ne trouve nulle part ailleurs, sauf peut-être à la Biennale des Antiquaires. Derrière la galerie Aveline, il y a un antiquaire Jean-Marie Rossi. Il est dans la partie depuis plus de 50 ans. Amoureux de ce métier commencé aux côtés de Maurice Aveline en 1956, il a transmis à sa fille Marella, qui travaille avec lui depuis 1999, la passion de l'objet. Les plus grands collectionneurs du monde, les amateurs de pièces exceptionnelles et les musées leur font confiance pour la qualité de leurs meubles et leurs choix originaux. Une si belle aventure commencée un peu par hasard. Un copain qui était à la maison Ramsay, M. Hamel. Il m'a associé avec quelqu'un qui était un voyageur, un homme qui était toujours à Londres et tout, qui ne s'occupait pas de sa galerie. Il m'a dit, ben voilà, vous avez un petit associé qui est jeune, qui en veut, qui veut en... Voilà, bon, c'est tout. Mais il ne m'a pas beaucoup aidé, mais il m'a aidé simplement à le regarder. Rien qu'à le regarder, j'ai compris beaucoup de choses. Voilà. À quoi reconnaît-on la valeur d'un objet ? On est unis dans l'amour d'un objet, les qualités intrinsèques qui sont d'abord la rareté, l'authenticité et très éventuellement la provenance si on a la chance de la trouver. Acquis en 1961 durant la vente de la collection Jean Bloch, ce fauteuil fin 18e aux sphinx gélées est inspiré de l'Antiquité. Cet imposant fauteuil en acajou date du début du 19e siècle. Les accoudoirs sont terminés par des têtes de lions sculptées.
C'est en 1999 que la galerie déménage place Beauvau. Cet espace de 600 mètres carrés donne la possibilité d'une mise en scène dans une succession de salons décorés sobrement. Je vous le donne en mille, la décoration a été faite par François-Joseph Graf lors de la dernière Biennale des Antiquaires. Jean-Marie Rossi avait fait une sélection digne des grands musées. Quel est l'objet dont vous auriez le plus de mal à vous séparer ? Une commode de Cressan qui est très très belle, 17e, fin 17e, début 18e, qui est reproduit dans le livre de Prader, tout ça. C'est un meuble assez rare de qualité. C'est comme une jolie femme, ça. Pourquoi je l'aime ? C'est qu'elle a du bifort, du bien et du between. Et vous, Marella Rossi, votre coup de cœur ? Alors, mon coup de cœur, c'est 2 colonnes en céramique de la manufacture de Sarreguemines. À l'époque de Napoléon, la flotte française avait été décimée par les Anglais et lui avait sa passion toujours pour le porphyre qu'il faisait revenir d'Égypte. Pour remédier à ce manque, il a demandé en fait à la fabrique de Sarreguemines d'essayer de faire en trompe-l'œil, en céramique, du porphyre. Et ils ont réussi cette prouesse. Et en fait, c'est lui-même, Napoléon, qui avait demandé qu'on rajoute des bronzes. Les célèbres ébénistes du XVIIIe siècle associaient souvent le bronze ciselé à leur création. Un petit guéridon en forme de palmier, fait d'après des dessins de Schinkel, qui était un architecte. Donc on peut dire que c'était un designer à l'époque, parce qu'il s'est amusé en plus à faire des dessins de guéridon et de lustre. Et en fait, le roi de Prusse a demandé qu'on réalise les dessins de ce guéridon à palmier. Il en a fait faire, on en connaît 7, avec des plaques de porcelaine de Berlin qu'on appelle KPM. Nous en possédons 2 avec 2 plaques complètement différentes. Le nôtre, celui que nous présentons ici, a un bouquet de fleurs sur fond foncé. Et il n'y a pas que les musées qui s'intéressent à ce mobilier. On a eu quand même beaucoup d'intérêt et de questions d'une génération peut-être plus jeune qui souhaite peut-être remettre une âme dans leurs intérieurs, éventuellement une paire de bergères comme celle-ci qui sont assez extraordinaires. Elles ressemblent aux bergères qu'on voit sur le tableau La lecture de Molière. Plus c'est bas, plus c'est un gage de qualité. Et en plus d'être très bas, ils sont à châssis. À châssis veut dire que les coussins s'enlèvent très facilement, en 2 minutes, pour changer. Pendant les différentes saisons, par exemple. Il y avait du velours l'hiver, il y avait un jeu pour le velours d'hiver, de la soie l'été, des fils d'or pour un bal. Bien belle époque. Et quelle est la tendance aujourd'hui sur le marché des antiquités ? La marchandise moyenne, n'importe comment qu'elle soit en vente ou ailleurs, ne se vend pas. Mais la marchandise de grande qualité se vend. Et surtout en salle de vente. Ils croient acheter au meilleur prix. Bien peu de gens peuvent se prévaloir d'une expertise en la matière, et c'est souvent chez les antiquaires que l'on fait les plus belles affaires. Et justement, comment se fixe le prix de ces objets ? Non, ils sont plus sûrs, ils ne savent pas s'ils achètent chez un antiquaire. Ils ne savent pas ce que c'est que ça, ils ne savent pas ce que c'est que ça, ils ne savent pas. Donc il n'y a pas de prix. Quelque prix que vous leur donniez, comme ils ne savent pas. C'est comme si moi je vais dans un marchand de timbres, je ne connais pas le prix qui vaut 50 centimes ou 4 millions, je ne sais pas. Je ne connais pas. Ben oui, c'est pareil pour ici. Mais c'est devenu général. Avant, il y avait des connaisseurs. Maintenant, il n'y a plus de connaisseurs. Ou alors, les connaisseurs, ils n'ont pas d'argent. Les néophytes ont de bien belles choses à découvrir et à apprendre auprès des grands spécialistes. Comme l'écrivait Marcel Proust, la découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Nous attendrons encore un peu pour découvrir les merveilles que nous réservent les antiquaires pour la prochaine biennale qui se tiendra à Paris sous la verrière du Grand Palais. La définition du luxe, c'est Chantal Thomas qui nous la donne aujourd'hui. Le luxe, c'est l'exceptionnel, c'est le travail extrêmement bien fait, c'est l'artisanat, c'est tout ce qui est fait à la main, joli et rare. On attend votre définition du luxe sur notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis. Merci au Bouddha Bar Hotel Paris de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook avec notre coup de cœur. En attendant, on découvre un nouveau code de notre art de vivre raffiné. Au revoir. Au moment de mettre la table, certains doutes sont insoutenables. Mais heureusement, ce n'est pas irrémédiable. Les couverts, leur utilisation se fait toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Pourquoi ?
Pourquoi les pics vers le bas? Parce que généralement, les armes des couverts sont gravées de cette façon-là, contrairement à nos amis anglais où elles sont souvent gravées à l'intérieur. Et puis les couverts à dessert qui sont donc rangés devant l'assiette pour plus de facilité, mais il se peut aussi que ces couverts à dessert arrivent avec l'assiette du dessert. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il est toujours agréable d'avoir un bouquet de fleurs sur une table, jamais en hauteur, parce que bien sûr, ça empêcherait de voir ses voisins, mais généralement, on choisit des bouquets bas et de fleurs fraîches. À bon entendeur, salut!